1590 victimes de crimes ou délits homophobes ont été recensées en France métropolitaine l'an dernier par les services de police et de gendarmerie. Depuis un an, Jean-Pierre Bellune vit dans l'angoisse, un sentiment d'insécurité permanent. Le jeune homme de 33 ans a été agressé le 10 octobre 2020 par deux hommes. Il rentrait ce soir-là d'un repas de famille. Donc du coup, au moment quand je suis arrivé chez moi, comme tout le monde, je commence à rentrer mes clés pour ouvrir ma porte. Et sur le dernier mouvement de clé, j'ai senti qu'une pression au niveau de ma porte, comme si qu'il y avait quelque chose qui gênait. Et en fin de compte, au moment où je commence à rentrer, la personne derrière la porte me tire dans l'appartement. Le ravisseur avec le couteau à pain s'est jeté sur moi en me mettant le couteau au niveau de la gorge. Il a installé la personne que j'hébergeais sur le canapé, tétanisée, avec des hématomes au visage partout. Ils se sont mis à deux sur moi en me demandant ma carte bleue pour retirer. Une fois que j'ai donné tout ce qu'ils ont demandé, il y en a un qui est sorti pour aller retirer. Et il attendait le coup de fil, savoir s'il avait bien récupéré l'argent. Et comme il a vu que ça avait fonctionné, du coup, il s'est dit, c'est super, tout fonctionne bien, youpi, on a gagné pour ce soir. Mon ami qui était dans l'appartement, je l'appelais, je lui disais, aide-moi, on était deux contre une seule personne. Du coup, je lui ai demandé, ouvre cette porte et que je le fous dehors. Donc, avant que ça arrive, pire que ce que ça a commencé. Et du coup, j'ai réussi à le mettre dehors. Les auteurs des faits visaient principalement la communauté homosexuelle pour les dépouiller. Les ravisseurs âgés de 18 et 19 ans avaient piégé le colocataire de Jean-Pierre en passant par un site de rencontre. Sur ce site, oui, il y a beaucoup d'agressions. Ça commence sur du sexe et après on dépouille les gens, ouais. Et il y a beaucoup de personnes qui ne le disent pas, par honte. Le 10 octobre 2020. Ces agresseurs ont été condamnés à 2 ans et 3 ans de prison ferme. Ce matin-là, Jean-Pierre a rendez-vous avec Frédéric Jekyll, major de police et référente LGBT des Bouches-du-Rhône. Comment tu te sens par rapport à tout ça ? Là, j'ai les procédures administratives et l'expertise. C'est elle qui l'a accompagnée pour le dépôt de la plainte. Elle était aussi à ses côtés au tribunal. Il y a le traumatisme, il y a le choc. Le fait de les avoir accompagnés, ça leur permet de se rassurer. Je leur explique un petit peu comment va se dérouler le cursus de la plainte, ce qui va se passer aussi après. Du coup, ça leur permet vraiment de s'apaiser par rapport à ça et de prendre un tout petit peu de recul, même si l'agression est quand même violente. Au-delà du soutien moral et juridique, Frédéric milite avec son association FLAG contre les discriminations LGBT. Chaque année, elle organise des journées d'information auprès des jeunes du refuge à Marseille. Une injure publique et une injure non publique. Tu aurais été victime d'injures sans pour autant vouloir déposer plainte ? En fait, c'est un ami qui a été victime d'injures. D'accord. Et moi, j'ai essayé de causer avec la personne pour essayer de le faire comprendre raison. Oui. Et j'ai été gazée. D'accord. J'ai été gazée par... Une agression par arme, ça s'appelle. Il faut signaler ça. Cette personne qui t'a agressé, elle l'a fait pour une raison X, mais elle le refera. Donc il faut signaler. Et elle est en possession d'une arme quand même. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on n'a que 20% des victimes qui déposent plainte pour des faits de crimes et de délits. Et seulement 5% pour des injures à caractère LGBT-phobe. Donc ça veut dire qu'il y a encore peu de personnes qui se libèrent et qui libèrent la parole. Ange a longtemps gardé le silence sur son homosexualité. Dénoncé par le voisinage à sa famille, le jeune homme va vivre un enfer. Son grand frère va l'agresser. Il m'a dit comme ça, tu me fais la honte et tout. Et donc, j'ai rentré à la maison, il m'a enfermé dans la chambre. Il m'a frappé déjà, il m'a frappé, franchement, je suis tombé par terre. Il m'a frappé avec des coups de pied par terre, j'étais par terre et tout. Donc, il m'a enfermé dans la chambre. Et ma mère, elle m'a craché aussi. Il m'a enfermé dans la chambre jusqu'à... je ne peux pas dire que 2 jours comme ça ou 3 jours comme ça. Ma soeur, elle m'a ouvert la porte. Après tous mes papiers, je me suis... Tu as réussi à t'échapper? Je me suis échappé. Grégory Bernard est délégué départemental au sein du refuge. L'association accueille des jeunes âgés de 18 à 25 ans rejetés par leur famille en raison de leur orientation sexuelle. Si les actes homophobes ont diminué l'an dernier, ils se sont surtout concentrés au sein de la cellule familiale durant le confinement.
On a l'impression d'avoir vécu, que les jeunes se sont retrouvés à vivre dans un milieu clos avec leur famille, que ça a exacerbé le rejet, la haine. Et donc on a eu beaucoup de jeunes qui se sont retrouvés à la rue et qui ont fait appel à nous pour des mises à l'abri d'urgence. Soit les familles se sont rendues compte d'une sexualité différente, d'une orientation sexuelle, soit eux-mêmes se sont sentis à un moment étouffés, obligés d'extérioriser qui ils sont réellement, et ça a créé d'énormes tensions et du rejet, de la mise à la rue. Ouais. Sonia est accompagnée par le refuge depuis 5 mois. Menacée par sa famille, elle a dû être exfiltrée de sa ville natale. La jeune fille de 19 ans n'a plus aucun contact avec sa mère. Elle a eu des mots durs, elle m'a dit j'espère que tu vas mourir, je veux pas de ça chez moi, le regard des gens, ça me plaît pas, et ils le savent que t'es lesbienne, t'es plus ma fille, plein de choses comme ça. C'est très dur, mentalement. Mentalement, c'est dur. Après, j'ai réussi à me reconstruire grâce au refuge. J'étais hébergée à un moment. Il fallait que je me ressource, il fallait que je pense qu'à moi. Donc j'ai fait que ça. Mentalement, c'est dur. Vraiment. Parce que d'un côté, je me dis que peut-être je rentre où je vis, je rentre au foyer, je vois pas ma mère, je peux pas lui raconter ce qui s'est passé. Vous avez vu, j'ai pas de contact avec elle. Mais d'un autre côté, je me dis que c'est pour mon bien, peut-être. Je suis là, je suis à Marseille, je fais ma vie, j'ai ma formation, j'ai ma copine et je vais mieux. Et je vais bien. Sans ma mère, c'est pas elle qui m'a aidée. Je m'en suis sortie seule, donc c'est grâce à moi. Mais il faut s'assumer comme on est. Faut pas avoir peur aussi, hein. Je regarde des gens, ça sert à rien. Après plusieurs années d'errance, Alex, 25 ans, tente de reprendre le cours de sa vie. Né dans un corps de fille, il a fait le choix de changer de genre pour devenir un garçon. C'est bizarre parce que tout le monde l'a accepté extrêmement facilement, à part mon père. Et en fait, j'ai réalisé avec le temps que plus ça allait, plus ils se détachaient de moi. Et en fait, je suis juste devenu littéralement un étranger pour eux. C'est-à-dire que je ne suis plus la personne qu'ils ont connue. Je fais partie de leur famille. Je suis mais je ne fais plus vraiment partie de cette famille quelque part. Je sais pas comment expliquer ça avec des mots plus clairs. C'est je suis devenu un étranger. Ma transition, je suis passé de qui j'étais en tant que femme à Alex. Et Alex, personne ne le connaît. Ma mère, elle n'a pas accouché d'Alex. On devait déménager et elle a commencé à plier mes jupes. Et elle m'a appelé en pleurs pour me dire qu'elle était en train d'enterrer sa fille. Et beaucoup de trans le prennent extrêmement mal envers leurs parents. Moi, personnellement, j'étais juste affreusement désolé pour elle. Comme de nombreux transgenres, Alex a vécu le harcèlement. Il a même été victime d'agressions sexuelles, des drames mêlés à un contexte familial compliqué qui le feront basculer dans la drogue, les addictions. C'est juste des comportements que j'ai parfois de me mettre en danger et de me détruire. J'ai envie de te dire, ça fait partie du cercle vicieux dans lequel je me suis foutu depuis mes 15 ans. C'est le seul moyen que j'ai trouvé pour me sentir vivant par moment, en fait, d'être à 2 doigts de mourir. Tu vas me demander où est-ce que j'en suis ? Oui, un petit peu, si tu as envie de parler, sinon on parle d'autre chose. Pour mes addictions, ça s'est beaucoup calmé. Je m'arrête plus ou moins aux joints alors que j'avais tout touché et que les gens... Pour se reconstruire, Alex a entamé une thérapie avec Angela Bell, la psychologue du refuge. Une écoute, un accompagnement pour un nouveau départ. Drastiquement. Tu voulais profiter pour qu'on discute un peu de quelque chose, pour de vrai ? La plupart du temps, j'ai l'impression d'être un peu transparent, de marcher à côté de mon corps, d'être en automatique en fait. Et quand je parle avec Angela, j'ai l'impression quelque part de réintégrer mon corps pour un moment. Ouais, de manière générale, je me sens très seul, même si je suis entouré, je me sens très seul, mais c'est pas forcément la solitude triste, hein, ça va pas faire pleurer dans les chaumières, mais je me sens très seul quand je parle avec Angela, c'est un moment où je me sens pas seul du tout et ça va mieux pendant un temps. Le risque des suicides pour les jeunes victimes est 13 fois plus important chez eux que dans une autre minorité. Ce sont des jeunes, si vous voulez, qui arrivent avec un sentiment de honte terrible, de culpabilité d'être ce qu'ils ont.
Ils ne sont pas forcément conscients de leur état des victimes. D'une part parce qu'ils ont été culpabilisés d'être ce qu'ils étaient. Donc ils pensaient que les agressions pouvaient venir d'eux-mêmes en fait. Pour d'autres, il y a un rejet intérieur, ce qu'on appelle un peu l'homophobie intériorisée. Donc ils se pensent coupables en fait, de leur mal-être, mais surtout du mal-être qu'ils peuvent causer à leur famille. Et celle-là, regarde. Franchement, avec celle de vous deux, je vous en enverrai plein parce que j'ai pas réussi à choisir tellement vous étiez trop beau, quoi. Derrière ces sourires se cachent des blessures, mais aussi l'espoir. Elles sont magnifiques. Ouais, mais en fait, après, vous pouvez les découper là. Et comme ça, le blanc, ça s'enlève. Et celle-là aussi, je crois que je l'ai imprimée. À travers des ateliers photos, l'association du refuge tente de redonner confiance à ces jeunes victimes d'homophobie. Même s'ils ont du mal à s'exprimer devant notre caméra, ils redécouvrent une autre image d'eux-mêmes. Ah, celle-là, oui. Super. Ouais. Un beau sourire. Hop, voilà. Ils ont découvert qu'ils étaient capables de faire quelque chose de beau et qu'eux-mêmes étaient beaux. Et tout ce qui transparaissait dans ces photos, c'était leur intérieur. Et ça, ils l'ont bien senti et ils en sont très fiers. Un an après son agression à son domicile, Jean-Pierre Bellune est lui aussi à la recherche d'un avenir plus apaisé, partir pour se reconstruire ailleurs, loin de Marseille. Oser l'aventure pour trouver son bonheur, la sécurité, pour moi, ça devient un atout important. Quand tu te rapproches de la quarantaine, tu as envie de vivre serein, de me sentir rassuré quand je rentre en me disant voilà, j'arrive à retrouver mon petit jardin secret que je n'ai plus. Tout ce que j'ai envie qu'on me souhaite, c'est de retrouver confiance aux gens. Depuis 2003, les infractions commises en raison de l'orientation sexuelle sont considérées comme des circonstances aggravantes. Les victimes de crimes ou délits LGBT-phobes sont majoritairement jeunes, 60% d'entre eux ont moins de 35 ans.